va avancer sur la responsabilité éducative de France Télévisions et des médias dans la lutte contre les stéréotypes chez les plus grands cette fois. Alors, les ados, dernier chiffre que j'ai trouvé, ils consommeraient 4 heures d'écran par jour, Internet, télévision confondues. En même temps, les nouvelles technologies font leur entrée massive dans l'enseignement. Alors, on s'intéresse évidemment à la régulation des contenus. Et pour en parler, je vais appeler Jean-Marc Mériot, Voyez Laquer, Memona Interman et Jérôme Casa. Merci de me rejoindre. Alors, je vais faire un tour de table pour commencer. Jean-Marc Mériot, directeur général du CNDP, Centre national de documentation pédagogique. À vos côtés, Voyez Laquer, adjointe au directeur des nouvelles écritures et du transmédia à France Télévisions. Memona Interman, on l'a dit tout à l'heure, vous présidez ce groupe de travail éducation au CSA. Et Jérôme Casa, producteur de P2L. On n'est pas que des cobayes. On va commencer avec vous parce que c'est un programme qu'on aime bien également, qui n'est pas estampillé éducation, qui n'est pas estampillé jeune, qui pourtant plaît à un large public familial, beaucoup de jeunes, qui parle de science mais avec une figure féminine à la tête. Voilà tout ce qu'on aime. Merci. On n'est pas que des cobayes, donc on vient de terminer notre 2e saison. On attaque une 3e saison. Merci à France 5 pour la confiance qui nous est accordée. Au passage. Au passage, bah oui. Voilà. On se plaint souvent quand les émissions s'arrêtent, donc il faut saluer quand elles continuent. Oui. C'est une merveilleuse surprise, on n'est pas que des cobayes, parce que effectivement, c'est le magazine récurrent sur les chaînes de France Télévisions qui a le public le plus jeune. 40 ans de moyenne d'âge, comme quoi il n'y a pas de tragédie, de problème du vieillissement des téléspectateurs de France Télévisions. Et il y a pas mal d'ados. Hein. Et il y a beaucoup d'ados, et en fait on touche un public entre 5-6 ans jusqu'à 14 ans, donc c'est assez large. Et avec une bonne nouvelle, c'est que ce magazine, sur ces tranches d'âge-là, a 50% de petits garçons qui regardent et 50% de petites filles, ou de jeunes hommes ou jeunes filles. Donc on a un équilibre parfait, alors que chez les adultes, on est un petit peu plus masculin, et à l'international, ce genre de magazine qu'on appelle Pop Science, en général, est très très masculin, plutôt à 70-30. Donc on a réussi à trouver un équilibre. Comme quoi le fait qu'il y ait une figure féminine à la tête de ce magazine n'a pas découragé les garçons de regarder ce programme. Ils ne se sont pas dit c'est une émission pour filles. Non, mais d'ailleurs c'était une volonté dès que France 5 avait organisé la consultation, dans la réponse à la consultation, on avait tout de suite fait un casting avec 3 personnages donc, qui sont les cobayes, qui expérimentent la science. Et on tenait absolument à ce que la chef de bande soit une femme. On regarde on peut regarder un petit extrait. Après, vous allez voir sa sa personnalité, elle est très femme et parfois décalée. Allez, c'est parti. Moi, ce que je vous propose, c'est toi, David, t'essayes de trouver une façon de fabriquer un bateau volant. Voilà. Et toi, Vincent, je t'ai préparé un bateau, mais plus original, t'as pas. Je vais t'envoyer dans un endroit, je t'en dis pas plus. T'auras mon petit message au moment M. D'accord. Alors, Agathe, non mais t'es une fille de la ville, toi tu vas prendre une voiture de toi, ville. t'as fait Formule 1, t'as conduit sur la glace, t'as été rollerman. Du gazon, c'est pas pareil. Non, toi tu prends la petite et je vais te... Vincent prend très vite la tête de la course, mais Agathe n'a pas dit son dernier mot. Là, j'aurais pu le doubler, mais on n'a pas la place. Allez. Voilà, passe à côté, passe. Allez, hop, voilà. Le 4x4, il est pas sous le devant. Pas possible. On fait moi le malin, Vincent Châtelain, et ça rime. 3 essais. Pas 2, pas 4, 3. J'aime bien donner les règles comme ça, et après voir 2 têtes qui font. C'est mon côté prof. Il n'y a aucune perspective, c'est sale, c'est chiffonné, il y a des traces. Bon, Vincent, c'est déjà mieux. Merci, dame. Voilà, un extrait. Oui, quelques petits extraits de la future saison. Donc l'idée, c'est que Agathe, donc c'est la chef de bande, mais elle ne fait pas que donner des ordres, elle expérimente aussi. Là, on l'a vu. Non, elle ne fait pas que donner des ordres. Non, mais elle aime bien. Elle aime bien donner des ordres. Ce qui était important aussi, c'est qu'elle s'engage et qu'elle fait des expériences et qui sont, alors parfois très féminines. Elle a adoré, enfin pas tant que ça finalement quand on a fait Les diamants sont-ils éternels, sujet qui plaît à un public un peu plus féminin. Elle n'a pas aimé parce que finalement on a brûlé quand même des diamants. On a réussi à les faire disparaître, donc elle n'était pas très contente. Mais c'est vrai que on lui fait faire aussi des choses qui sont de l'ordre du stéréotype plus masculin. Pour nous, la question se pose pas en fait. La question se pose pas ou elle s'est quand même posée en amont
Ou Non, elle s'est finalement posée c'est le en hasard amont. que vous vous trouviez Non, dans parce dans un vent de réflexion, ça tombe bien ou- La science en général, elle est étiquetée comme intéressant plutôt un peu plus les hommes Oui, que les paraît-il. femmes. Paraît-il. Je sais pas si Et c'est on vrai. voulait absolument lutter contre ça, envoyer un message aux téléspectateurs et dire voilà, la chef de bande, c'est une femme. Par contre, dans les rôles, chaque cobaye a un rôle assez précis. Et là, on peut dire qu'on est un peu dans les stéréotypes, puisque le scientifique, c'est David Lowe, donc qui en plus a un cursus de scientifique, donc il est légitime dans ce rôle-là. Et puis le cobaye qui s'engage physiquement, qui prend des risques, c'est Vincent Châtelain. Mais c'est un trio, il fallait absolument rééquilibrer, donner du pouvoir. Là où on a une zone de travail, et c'est passionnant tout ce que j'ai entendu ce matin, c'est sur les experts. Puisque cette émission, à la différence de beaucoup d'autres émissions à l'international de Pop Science, fait une grande place aux experts scientifiques de toute la communauté scientifique française. Et c'est vrai qu'on doit avoir un ratio, je ne l'ai pas compté, mais je vais compter, probablement d'un tiers féminin et 2 tiers masculin. Oui. Alors c'est lié à une réalité, évidemment, qui est probablement qu'il y a plus de Ah, je scientifiques ne sais masculins. pas où on va moins les chercher. Et on va certainement un peu moins les chercher. Et cela dit, on en a un certain nombre qui ont fait de très très bonnes émissions et qui ont apporté beaucoup. Donc, par exemple, on trouve plus facilement femme vétérinaire qu'un homme vétérinaire, quoique nous en ayons identifié. Hein. Bon, c'est important pour nous producteurs, c'est vrai que et ce colloque est intéressant et j'aimerais que dans la salle il y ait plus d'hommes probablement, mais et ce sera diffusé, j'imagine en interne le message. Parce qu'on n'a pas toujours Bon, j'en ai vu conscience. quelques-uns. C'était pas, voilà, il n'y a c'est pas pas que mal, des c'est femmes pas mal. dans la salle quand même. Mais on n'a pas toujours conscience, c'est pas toujours une volonté au moment où les créateurs, où on essaye d'imaginer le programme, on l'intègre pas. Alors nous, une manière de l'intégrer, c'est qu'on a 3 rédacteurs en chef sur cette émission, on a 2 femmes. Donc déjà, ça rééquilibre un petit peu à l'intérieur même de la discussion et entre nous les préoccupations. Les points de vue, oui. Voilà. Oui. Vous disiez, je vais compter. Vous pensez qu'il faut compter à un moment donné? Il faut moi, compter les crois- choses et Je crois qu'il faut les prendre, imposer de faut façon prendre nos chiffrée. responsabilités. C'est-à-dire que si collectivement on n'est pas capable à un moment donné de corriger le tir, je crois que oui, il faut mettre des On reprend barrières, les choses depuis il le faut début et on compter, compte, oui. voire réglementer. Moins on réglemente, mieux on se porte. Mais malgré tout, oui, je crois que c'est notre responsabilité et on va mettre, nous, par exemple, un petit barème en interne sur les experts, n'est-ce pas, Julie de France 5, coproductrice avec nous. Hein, on va mettre ça en place. Voyez la Caire, il y a un prolongement dans les nouvelles écritures de ce programme. Oui, alors la bonne nouvelle, c'est que cette superbe émission se décline maintenant dans un dispositif interactif et ludique. Donc on s'adresse là à un public, je pense qu'on rajeunit bien la moyenne d'âge, on n'est plus vraiment sur du 40 ans, on doit être plutôt autour de 6, 15, 16 ans. Ça marche extrêmement bien, on a nous-mêmes été très surpris des résultats. On en est à peu près à 22 semaines de mise en place. Alors c'est un dispositif qui a une double proposition, à la fois très ludique, ouverte à vraiment tout le monde, qui est de l'ordre du quiz, avec plein de questions qui accompagnent les thématiques de l'émission, mais la deuxième partie, et c'est là où on a eu des vraies belles surprises, qui est vraiment une dimension contributive, qui est c'est la rubrique des défis. Et donc on propose aux enfants, parce que c'est essentiellement un public d'enfants, de reconstituer des défis. Alors évidemment, en évacuant les expériences les plus dangereuses, et on a là de véritables petits moments de courage, d'inventivité, de créativité dans les segments qu'on a reçus, avec cette petite cerise sur le gâteau qui est que on peut passer dans l'émission. Et ça a suscité un engouement extraordinaire. On est aujourd'hui à plus de 80 000 pages vues sur cette partie du site. Ça contribue beaucoup aux audiences du site de On n'est pas des cobayes, qui marche très bien déjà sur France5.fr. Voilà, et c'est une bonne transition. Après, je vous parlerai, si vous voulez, de toutes les autres expérimentations qu'on a sur des populations plus adultes pour parler de la diversité, mais je te laisse, Jérôme. Non, mais c'est juste pour rajouter, ce qui est intéressant dans les vidéos qui sont envoyées, donc c'est très très difficile pour ceux qui ont déjà fait l'expérience en télé de demander aux téléspectateurs de nous envoyer des vidéos pour aller sur un site internet, et pour que nous, ce qu'on rajoute, c'est que les meilleurs passent dans l'émission. On fait un petit montage très court. Et ce qui est incroyable, c'est le nombre effectivement de vidéos que nous recevons, et dans ces expériences, le nombre de petites filles qui participent, et alors en se répartissant les rôles, souvent ils jouent à Agathe, David et Vincent, et donc avec des petites filles qui sont les chefs et qui dirigent leurs frères ou leurs voisins ou leurs copains. Ça Voilà, marche très on voit bien. comment ça peut induire doucement Et- des changements de Et le lien de jeu de rôle. affectif qui se crée est formidable.
Vous nous parlerez effectivement des autres initiatives, Voyelle, mais je voudrais déjà terminer un petit tour de table. Jean-Marc Mériot, vous êtes au cœur du projet numérique éducatif de l'éducation nationale. Comment vous appréhendez, vous, la question des stéréotypes ? On l'appréhende par l'usage des nouveaux médias. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez commencé cette table ronde en insistant sur 4 heures de consommation quotidienne sur tous les écrans. Donc, bien évidemment, la télé constitue un enjeu majeur, mais ce n'est plus seulement le seul enjeu, et que dans cette approche-là, nous avons un vrai défi qui est l'éducation aux médias sur tous les supports de diffusion. Et donc, à travers ça, bien évidemment, la question des stéréotypes est aussi une question importante sur les autres écrans. Et à travers, bien évidemment, aussi une sensibilisation. Alors là, on va faire le continuum par rapport à ce qui a pu être dit dans la première table ronde, c'est-à-dire quand même de se préoccuper de ces questions-là dès le plus jeune âge. C'est pour ça que les 2 ministres, que ce soit ministère de l'Éducation et Vincent Payon et Najat Belkacem, ont décidé de mettre en place un grand programme qui s'appelle ABCD de l'égalité homme-femme, pour pouvoir justement aborder aussi ces questions-là dès le plus jeune âge et dès le primaire, où les stéréotypes sont très fortement ancrés, entre autres sur aussi en lien avec les questions de l'édition scolaire. Donc là, on rejoint aussi un peu tout le paradigme et toutes les questions qui ont pu être abordées dans la première table ronde. Mais si on revient sur la question de l'éducation aux médias et à l'information, il faut aussi s'apercevoir que les usages changent. Par exemple, aujourd'hui, il y a d'autres éléments à prendre en compte, entre autres la pratique du jeu. Je pense que c'est une tendance forte aujourd'hui, et il faut savoir que le jeu est féminin à majorité, c'est-à-dire qu'il y a plus de femmes aujourd'hui qui jouent que d'hommes. Et donc ça, c'est un stéréotype aussi qu'il nous faut inverser, parce que la question du jeu, par exemple, est un formidable aussi levier pour pouvoir sûrement changer un certain nombre de stéréotypes. Et surtout quand on connaît, on parlait de marketing tout à l'heure, quand on connaît la puissance marketing du jeu. Et donc dans cette approche-là, je pense que là encore, et on dépasse les Lara Croft et tout ce qui va, parce que c'est pas les femmes qui jouent à Lara Croft, hein, donc concrètement, on dépasse tous ces critères-là et on se dit, trouvons aussi les bons supports, les bons endroits pour pouvoir peut-être aussi analyser ces nouvelles tendances. Et je pense que là-dessus, il y a aussi beaucoup de choses à faire à ce niveau-là, et de pouvoir étudier plus précisément les jeux. Alors après aussi sur la question d'Internet et l'utilisation du web. Là encore, plus de femmes utilisent le web que d'hommes en dehors du champ professionnel. Et donc dans cette approche-là, là aussi, il y a des inversions de tendance. Et je pense que c'est tout ça qu'il nous faut intégrer dans les analyses et qu'il nous faut permettre de pouvoir décrypter quand on fait de l'éducation aux médias et à l'information sur tous les supports de diffusion. Et alors, quand on sait qu'il y a 2 déterminants très forts dans la vie des ados, c'est télé, Internet, on va dire d'un côté, école de l'autre, est-ce qu'il y a un moyen de collaborer un peu plus et d'envisager des choses plus communes ? Plus communes entre qui ? Un partenariat, je ne sais pas moi, est-ce qu'on ne peut pas mettre en place une intersection entre ces 2 champs ? Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, les frontières sont tellement poreuses que ce n'est pas des questions de partenariat, c'est que vous ne pouvez pas penser un média sans l'autre. Donc dans cette configuration-là, la construction même des contenus tels qu'ils peuvent être imaginés doivent être totalement imaginés en fonction de tous ces supports-là. Donc quand vous pensez à un programme de télé ou quand vous pensez à même un ouvrage même pédagogique, vous cherchez tout de suite sa déclinaison, et à travers ça, on sent bien... Vous connaissez ce programme, vous connaissez tous les deux. On a une longue histoire sur ce programme-là avec Jérôme, donc il n'y a pas de problème. Je connais très bien ce programme-là. La question, elle est bien évidemment sur comment aussi on va être amené à faire que il y ait des vrais continuums et faire qu'on puisse passer de ce média d'un média à l'autre et de la construction de ce qui peut faire que les usages soient plus féminins à un moment donné sur les autres supports et viennent aussi, dans une logique d'inversion du flux, on va dire, remonter sur des médias de masse plus importants. Mais Mona Interman, parlez-nous de ce groupe de travail éducation au CSA dont vous avez la charge. J'ai 2 ou 3 choses à vous dire avant de vous répondre. Un, c'est que je suis très contente d'être dans cette maison de France Télévisions.
Moi, personnellement, je n'ai jamais eu de problème avec mes collègues masculins. Parce que ça a toujours été dans une relation de travail où chacun avait sa place. Et si jamais, je crois qu'on m'avait marché sur les pieds, j'aurais crié très fort et j'aurais rendu... J'imagine bien. Donc, il faut aussi se situer sur tout cela. C'est-à-dire qu'il y a des textes, il y a des obligations, il y a des stéréotypes, et puis il y a la vie où chacun doit se défendre. Ouais. Il faut peut-être partir rappeler ces choses-là, non seulement à ceux qui font la télévision, ceux qui font les études, mais aux mères de famille. C'est un point crucial pour moi. Je n'ai jamais eu de problème pour dire un jour je voudrais être journaliste. Et je n'avais aucune chance au départ. Mais les frères ont travaillé avec une pioche pour que je puisse aller à l'école. Ça a créé une relation d'égalité entre nous. Et rien n'a été impossible à partir de ce jour-là. Bien sûr, je n'ai jamais voulu grimper dans la hiérarchie. Je pense que là, ça aurait été un autre problème. Mais ce n'a jamais été mon ambition. Mon ambition était de faire du reportage. Et dans cet exercice-là, autant avec mes collègues que sur le terrain, avec des militaires, avec des belligérants de tous ordres, ils nous ont, sauf cas exceptionnel, ils nous ont toujours considérés comme des gens qui faisaient leur travail, hommes ou femmes. Ça n'a pas été un handicap. J'ai même entendu une réflexion qui m'est revenue ce matin en mémoire. C'était dans un camp de réfugiés, quand je faisais un reportage, nous faisions un reportage sur des femmes, et quelqu'un des Nations Unies m'avait dit, vous savez, madame, la femme n'est pas le problème, elle est la solution. Et ça m'est resté en tête. Ça m'est resté en tête, notamment pour l'éducation. Et là, je réponds à votre question. Je pense que je suis tout à fait armée pour être là où je suis aujourd'hui. Je suis absolument convaincue que c'est par l'éducation qu'on va changer les choses. Profondément. L'école, qui est absolument irremplaçable, mais puisque, on le sait très bien, je l'ai bien vu moi-même au cours de ma vie de journaliste, je l'ai vu comment ça a changé chez nous à La Réunion, à l'île de La Réunion. Micro et caméra sont aujourd'hui le creuset où se dessine notre imaginaire. Et donc, il faut utiliser, il ne faut plus qu'il y ait cette frontière entre le monde qui sait, le monde des saltimbanques, c'est-à-dire notre monde, le monde où j'étais jusqu'à hier, jusqu'à il n'y a pas longtemps. Ces deux mondes-là doivent s'unir, unir leurs forces, ne plus cultiver ces stéréotypes, parce que ces deux mondes-là cultivent toujours des stéréotypes. Donc il y a une responsabilité à faire bouger les lignes, à aller au-delà du reflet qu'on donne. Voilà. Indispensable. Quand Olivier Schrabeck disait ce matin que c'était une mission essentielle, je sais qu'il dit vrai. Je sais qu'il est sincère. Je sais qu'il y tient. Nous allons travailler avec les télévisions, avec les radios aussi. Moi, je ne suis pas personnellement dans une relation de confrontation. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut dire il y a des lois, etc., on va vous contraindre, on va vous obliger. Mais les télés seront toujours plus fortes. Et les radios, en disant nous, nos devoirs s'arrêtent ici, voilà la frontière. Eh bien, j'ai constaté déjà, puisque le travail est déjà en cours, également avec le CNDP, avec M. Merriot, qui joue sur son appareil là-bas, que si on dit, voyez, prenez note, vous pouvez faire quelque chose pour que l'éducation s'accroisse, vous avez des trésors dans vos vidéothèques, je sais qu'on en a, vous avez une université, comme le président Flimelin l'a dit tout à l'heure, alors ensemble, on peut faire avancer les choses pour que, par exemple, sur le site du CSA, nous puissions reprendre des modules de formation qui puissent expliquer, faire de l'éducation aux médias, l'éducation par les médias. Et le champ est vaste, mais c'est ensemble que nous le ferons. Et je crois profondément, madame, que vous avez dit quelque chose qui peut se répercuter, madame Grésy, sur d'autres champs. Vous avez parlé des femmes en disant qu'il faut compter parce qu'il faut rendre visible l'invisible. Et bien sur d'autres territoires, on peut aussi compter, et on va compter de plus en plus, sur tout ce qui concerne la diversité dans ce pays. Le handicap, on l'a vu tout à l'heure dans une des émissions en Suède, ce serait bien qu'il y ait aussi une émission de ce type chez nous. La différence sexuelle, la différence physique, on n'est pas tous obligés, Mme Jeannot est là, d'être des poupées Barbie. Non. Et puis la différence de nos origines. Moi, je voudrais bien qu'on vous ait parlé des experts, mais il y a aussi des experts et des expertes qui sont blancs, mais aussi noirs, marrons, blanchâtres comme moi, et qui peuvent expliquer, je termine,
qui peuvent expliquer cette diversité à la française. Parce que cette diversité, elle est là dans la société. La société va beaucoup plus vite que les tam-tams. Et les tam-tams doivent juste courir un peu pour que ça ressemble davantage. Voilà. Mais il y a beaucoup de choses à dire. Mais vous allez prendre la parole et ça sera avec beaucoup de plaisir. D'abord, comment est-ce qu'on fait pour passer toutes ces bonnes intentions concrètement? Comment est-ce qu'on fait avancer les choses? Quelles peuvent être les initiatives qu'on peut prendre? Alors, voyez la carte, vous vouliez nous en citer quelques-unes. En nous unissant nos énergies, nos forces. C'est vrai, quand je vous dis ça, c'est pas que de l'incantation. Non, nous non, avons j'ai commencé, pas dit ça, mais notamment. Ce monsieur qui écrit toujours cette tablette, je pense qu'il boit mes paroles, il écrit tout. J'espère que ça se verra dans la manière de faire ensemble. Bien sûr, il faut des lois, il faut des règlements, il faut tout ça. Mais sans avoir encore besoin des lois et des règlements, parce que c'est le système à la française, on empile, on empile. Une feuille, oui. Si vous allez voir chez nos voisins, je ne cite pas, mais c'est vrai que chez les voisins allemands, le partenariat homme-femme existe. Il existe. Alors déjà, en utilisant les moyens à nos dispositions, nous pouvons changer, au moins montrer que cette richesse existe et qu'on va la mettre à disposition. Je vais beaucoup je ne reste pas qu'au 18e étage de la tour Mirabeau avec mon très beau bureau, chauffeur éventuellement et l'assistante, parce que je n'ai pas oublié qu'il y a le métro et le bus et le train. Et je vais beaucoup dans les écoles. Je vais aussi dans les instituts pour handicapés. J'apprends beaucoup sur le terrain. Je sais qu'on attend beaucoup de nous, que les profs, les élèves, les parents ont besoin de choses toutes simples. Par exemple, en ce qui concerne, on peut revenir à ce dossier typiquement éducation et audiovisuel, mais sur tous les autres sujets que nous avons évoqués. Ils ont besoin de savoir comment, par exemple, on fait un journal télévisé, comment travaille un monteur, comment travaille un réalisateur, qu'est-ce qu'un professeur peut utiliser dans un documentaire de France 2, par exemple, ou de France 3, pour s'appuyer sur ces images, ces sons, pour leur classe. Tout ça, ça n'a pas besoin de loi. Ça a besoin simplement qu'on regarde l'état de nos richesses et qu'on travaille ensemble. Et je pense que le président Flimelin le sait. Je voudrais travailler davantage avec cette belle maison et avec tous ceux qui travaillent ici, parce qu'ici, c'est une maison absolument extraordinaire. Ben voilà, le message était est bien donné. Voyez la Caire, vous vouliez nous parler de quelques initiatives. Donc je voulais rebondir sur les propos de Mémona, justement pour dire que oui, nous avons une formidable puissance ici en tant que média également numérique. C'est très important d'utiliser tous ces médias numériques et donc interactifs comme outils pour parler de la diversité et pour recueillir les témoignages, les contributions. On a donné le petit exemple de On n'est pas que des cobayes, mais on peut utiliser ce terrain de jeu du numérique de plein de façons possibles. Donc je voulais vous donner quelques exemples, mais il y en a encore plein en préparation chez nous. Chez nous d'ailleurs, équipe de 12 personnes avec seulement 2 hommes. Pas des moindres. On est dirigé par Boris Razon, oui. qui a une politique très favorable pour parler de la diversité dans tout ce que l'on fait. C'était une petite aparté, mais 10 femmes quand même. On a une politique ambitieuse en matière de web documentaire. Très intéressant de voir que pas mal de choses nous arrivent d'auteurs femmes. L'année dernière, on a développé un projet qui s'appelait Qui va garder les enfants, qui était une proposition de Francine Raymond, qui est d'ailleurs... Qui va garder les enfants? Qui va garder les enfants, qui était un dispositif... Dites-nous un peu plus, parce que là, présenté comme ça, on a un doute quand même. Qui va garder les enfants, et en gros, ça parlait effectivement du marathon quotidien, de ce que c'est que la répartition des tâches ménagères dans le couple. Mais le dispositif intéressant, c'était que on vous proposait de contribuer et pas mal de formats de foyers différents ont amené leur contribution en racontant au quotidien ce que c'était que ce marathon quotidien. C'était une première expérience qui vous proposait en fait la particularité du web documentaire par rapport à ce qu'on peut raconter dans un documentaire, c'est que au-delà d'une bonne histoire et d'un bon sujet et d'une bonne thématique, on vous propose de faire une expérience. Et là, véritablement, si vous vous prêtiez au jeu, vous faisiez cette expérience-là, et certains hommes nous ont
témoigner que en fait ils ont pris conscience de certaines choses en faisant cette expérience. C'était une des toutes premières expériences qu'on a mis en place. Au-delà de ça, je voulais vous parler des outils qu'on peut mettre en place, comme par exemple ce qu'on a fait autour de la thématique du viol l'année dernière, avec les deux très beaux films, l'un diffusé sur France 5, l'autre diffusé sur France 2. On s'était dit il faut qu'on fasse du transmédia sur cette thématique-là. Il y avait des propositions de web documentaires, mais en gros, en discutant, en se mettant tous autour de la table, on s'est dit qu'est-ce qu'on doit faire sur ce sujet-là, sujet dont le principal problème est la parole, la prise de parole. On sait que une femme sur 10 parle et un coupable sur 100 est poursuivi. Donc le vrai problème, c'est que autour du viol, la parole ne se fait pas. On a mis en place cette plateforme, pas sûr complètement de ce qu'on cherchait. Et en fait, on a été à nouveau complètement surpris par l'ampleur, le résultat, des contributions que l'on a recueillies sur cette plateforme. Parlez près du micro. Ouais. De toute forme, les contributions, puisqu'on permettait de contribuer avec de la vidéo, du son, des textes, une lettre, des témoignages, essentiellement du témoignage texte. D'ailleurs, on en a édité un recueil de textes qui a été publié lors de la semaine de la Journée de la femme. Lors de cette Journée de la femme, on a également lancé une petite initiative qui s'appelle le Pariteur, qui est une web appli qui a fait sensation, parce qu'en fait cette web appli, j'essaye de changer, de passer d'un sujet très lourd à un sujet un petit peu plus ludique, même si la disparité des salaires hommes-femmes n'est pas un sujet léger. Non, mais le support que l'on a choisi, qui était cette web app, qui vous permettait en fait de rentrer votre sexe, votre région, votre salaire, ainsi que votre profession. C'était très sérieux, tout ça était basé sur les données de l'INSEE, et de vous positionner par rapport à votre ancienneté et toutes les données ça donne une photographie, de vous positionner par rapport à un homme qui aurait exactement le même parcours que vous, au même endroit, au même âge. Et les résultats sont assez surprenants. Oh. C'est-à-dire ça dépend de votre, ça dépend de plein de choses. Vous avez deux ou trois exemples, non? Alors il y a 3% des métiers pour lesquels une femme gagne mieux qu'un homme à paramètres équivalents. Voilà. Mais en gros, la baseline de cette application, c'était changer le sexe de votre fiche de paye. Et ça a fait pas mal de buzz, parce que du coup, on a eu pas mal de partenaires qui ont relayé l'opération. Et on vient d'ailleurs de gagner un prix assez prestigieux, qui est le prix international du data journalisme Awards. Bon, voilà. En tout cas, vous vouliez en donner d'autres, peut-être, ou non? Écoutez, on a pas mal de choses en préparation, puisque on voit un bon panorama d'initiative déjà. De plateforme, on a décidé qu'on allait en faire un outil. Donc, au numérique, on travaille à la fois sur des dispositifs de narration totalement innovants, et puis on expérimente. Et puis, si on trouve une bonne pratique, on peut en faire un outil. Et donc, on va traiter également des violences conjugales, de l'homophobie et d'autres sujets comme ça à la rentrée. Voilà, ça fait déjà un bon panorama de choses, d'initiatives qui sont prises. On voit que les choses bougent. Jérôme Casa. Oui, ce que je voulais dire, c'est ce qui est compliqué. Je réfléchis à quelles règles, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'est-ce accentuer qui pourrait mettre un coup d'accélérateur. Le problème, pour travailler avec des documentaristes, en fiction, avec des scénaristes, etc. La difficulté, c'est si on décide, si on dit il faut cette nouvelle fiction, plus de personnages féminins, etc. Vous avez une résistance d'ailleurs des auteurs, qu'ils soient masculins ou féminins, peu importe, parce qu'on touche un peu à leur liberté de créer. À leur liberté de création, oui. Voilà. Oui. Et là, je pense qu'il faut faire preuve de volontarisme pour que ça se fasse, je dirais, de manière subtile. Mais alors le subtil, ça ne va pas vite. Oui, donc c'est une question, on retombe sur l'éducation. C'est une question de sensibilisation. Et là-dessus, le service public, et je pense, et l'éducation nationale ont un rôle fondamental. On en a peur parfois.
C'est vrai que quand il y a des problématiques liées notamment à l'audience, il y a des craintes parfois d'aller sur certains sujets, mais d'ailleurs on a vu que sur le sujet du viol, il pouvait y avoir même des prime time avec des très bonnes audiences. Sur France 5, il y a des sujets qui sont très féminins, qui marchent très très bien le mardi soir par exemple. Donc l'histoire c'est le volontarisme, mais il faut le faire de manière subtile. C'est-à-dire, il faut donner envie, il faut créer le désir. Et c'est là où c'est, je pense, compliqué, parce que si on dit il faut une règle, il faut des lois, il faut Vous des n'y êtes pas quotas. très favorable. Non, moi je pense qu'il faut de la formation. Par exemple, je crois qu'un colloque comme celui-là, il faudrait que ça se démultiplie avec plus de créateurs, avec des scénaristes, avec des gens qui travaillent dans l'industrie pour les sensibiliser. D'ailleurs, tout à l'heure, vous avez dit ça, vous avez parlé dans les écoles des réalisateurs, des monteurs, et vous n'avez pas dit réalisatrices et monteuses. Mais c'est intéressant, ça montre à quel point, et Dieu sait si vous êtes engagé et passionné par ce combat-là, ça montre à quel point on est ancré. D'ailleurs, la question sémantique, est-ce qu'on dit ambassadeur, ambassadrice? Les Français vont dire ambassadrice. L'autre soir, l'ambassadrice d'Allemagne, sur son carton d'invitation, c'était l'ambassadeur. C'est pas que le nom qui compte. Hein. Non, Plutôt la subtilité que les règles strictes. La question est pour moi. Oui. Faire, agir, ne pas avoir peur. Et surtout savoir que pendant ce temps-là, il y a des bonnes volontés qui sont prêtes à apporter leur concours. Mais est-ce que ça passe quand même par l'établissement d'un certain nombre de règles bien entendu, écrites, mais c'est mieux claires. lorsqu'il y a des règles, parce que ceux qui ne veulent pas avancer, on va leur dire, tiens, regarde, il y a les règles là. Tu veux pas regarder? Il y a les règles là. Et si ça ne suffit pas, on peut passer à la vitesse supérieure. Mais c'est comme pour l'énergie, il faut un mix énergétique, c'est pareil dans la vie. Pas totalement de l'abstraction, mais l'abstraction sert. Quand j'ai écouté Madame Grésy expliquer ce matin sa démonstration sur sexisme et stéréotypes, bien entendu, ça se justifie. Quand elle explique qu'il faut compter, évidemment qu'il faut compter. Puis je vais vous apprendre le créole. Il y a une phrase en créole qui dit « Pas capable, il est mort sans essayer ». Ça aussi, c'est la diversité. Celui qui ne tente pas sa chance meurt. Alors il faut tenter ensemble. Il y a un vrai travail, un vrai chantier à organiser et à faire fructifier aujourd'hui. C'est notamment ce chantier qui permettra à l'éducation d'aller davantage dans ce pays, d'irriguer ce pays. Et l'audiovisuel, les écrans, micros, caméras, etc., c'est un outil fabuleux. Donc il faut l'utiliser, il ne faut surtout pas... On a perdu assez de temps avec cela, je trouve. Jean-Marc Mériot, qu'est-ce qui peut être fait pour accélérer un peu les choses? Et quel est votre... Beaucoup de choses ont été dites, mais je pense que je vais rebondir aussi sur la question de la formation. Aujourd'hui, la question de la formation, et entre autres au niveau de l'éducation nationale, la mise en place des écoles supérieures du professorat et de l'éducation, qui vont donc... le lancement aura lieu à la prochaine rentrée. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plusieurs modules de formation qui sont consacrés à cette question-là. Et donc, on est amené à pouvoir proposer des vrais cycles de formation pour accompagner les enseignants à comprendre l'évolution aussi de nos sociétés par rapport à ces questions. Et c'est vraiment dans cette logique-là d'accompagnement, et c'est comme ça qu'on souhaite travailler. Alors par le biais du média, mais pas seulement par le biais du média, parce que dans l'éducation nationale, il y a un certain nombre d'autres stéréotypes qui existent, qui sont liés par exemple à l'approche disciplinaire. Donc voilà, on a vu un exemple tout à l'heure sur la présentation de la publicité pour le recrutement. Bon, ben voilà, mais la question aussi, elle est bien en lien avec justement comment dépasser ces stéréotypes autour du disciplinaire. Et c'est tout l'enjeu aussi, et le numérique peut aider à concevoir différemment les enseignements dans une logique beaucoup plus transversale. Et je pense que la question égalité filles-garçons est bien liée aussi à cette question de la transversalité. Comment dans notre approche de l'enseignement, nous sommes amenés à renforcer de la transdisciplinarité, du transversal. Et à travers tout ça, on va, dans chaque discipline aussi, permettre de pouvoir questionner toutes ces questions, et en tout cas de pouvoir aborder toutes ces questions-là dans toutes les disciplines. Et je pense que l'enjeu, il se situe aussi à ce niveau-là, que ça ne soit pas le lien, que ça ne soit pas spécialement lié qu'à une discipline. Alors après, il y a une autre dimension qu'il faut intégrer aussi, c'est la connaissance des métiers. Et donc, dans cette approche-là, la question de l'orientation est une question assez centrale.
On connaît tous les difficultés liées à la connaissance des métiers et aux questions en lien avec l'orientation. Et bien évidemment, là encore, il nous faut dépasser dans ces questions d'orientation un certain nombre de stéréotypes. Et je pense que... Oui, arrêtez d'imaginer qu'il y a des filières et des métiers qui seraient réservés aux garçons. Les sciences en font partie, un certain nombre d'autres approches aussi liées à la découverte des métiers, qui est à intégrer aussi pleinement dans l'accompagnement qu'on peut faire auprès des ados en particulier, parce que la question de l'orientation, elle se situe plutôt à ce niveau-là. Déjà, leur donner une meilleure connaissance des métiers qu'ils peuvent exercer, garçons ou filles, hors stéréotype, ça serait déjà une bonne chose. Et de pouvoir faire comprendre que les métiers sont ouverts, les métiers sont accessibles, et accessibles pas seulement suivant une question de sexe. Et donc, je pense que là, encore, l'école va un gros travail à faire, et à jouer un rôle sur ces questions en lien avec l'orientation. Formation, question d'orientation et la question du transdisciplinaire. Je pense que ce sont 3 axes aujourd'hui sur lesquels nous travaillons pour nous permettre, là encore, de dépasser un certain nombre de frontières. L'enjeu pour nous aujourd'hui, au point de vue éducatif, c'est bien de dépasser ces frontières-là et de créer de nouvelles frontières pour nous permettre, là encore, de pouvoir inventer et créer. Je vous donne la parole tout de suite. Si vous avez des questions, commencez à vous manifester, surtout profitez de la présence de nos 4 intervenants. Mémona. J'ai juste deux points à souligner. Vous m'avez fait penser à la visite au lycée d'Hydro où nous étions ensemble il y a quelques jours, au moment où les collèges numériques ont été lancés. Une des profs qui dirigeait les travaux les plus novateurs m'avait fait observer que c'est par le biais des BTS aujourd'hui que les filles, en particulier dans ce domaine des techniques, de la technologie et des sciences, peuvent avancer. Malheureusement, dans ces filières-là, elles ont beaucoup de mal, les enseignants ont beaucoup de mal à pousser les filles, et qu'il y a de la place et que l'ascenseur social se met en place par les BTS. Premier point. Deuxième point, il ne faut pas non plus que tous ces débats que nous avons ici restent seulement dans des sphères plutôt privilégiées de gens comme nous qui avons la chance d'avoir un travail, des gens plutôt qui s'en sont sortis, quoi. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai observé justement en allant dans les écoles, les lycées, un peu partout, que la situation économique rend particulièrement difficile de mettre en place ces changements que nous appelons de nos voeux. Hommes, femmes, égalité. Ça aurait été plus facile de faire ce travail au moment où l'économie va mieux, il y a plus de possibilités, plus de choses à partager. J'ai observé notamment que la pauvreté et l'avancée de la pauvreté contribuent à brouiller encore plus les cartes et à rendre les choses vraiment révoltantes. Exemple, quand je suis allée dans le Nord-Pas-de-Calais, d'une toute petite ville, il y a 2 semaines, le directeur, allez, je vais le citer, c'est pas très grave, le directeur de la santé pour le Nord-Pas-de-Calais et le Nord, donc toute cette région, département du Nord et département du Nord-Pas-de-Calais, m'avait expliqué que dans cette région-là, il y avait de plus en plus, il m'a parlé du mot, je cite, épidémie, de filles de 14-15 ans qui ont des enfants pour pouvoir toucher de l'aide sociale, etc. Donc là, vous voyez, tous vos sujets, stéréotypes, égalité, etc., boum, c'est complètement bombardé par la réalité. Moi, je me retrouve, quand il m'a dit ça, je me suis retrouvée mes 45 ans en arrière, quand à mon époque, les filles, justement, avaient des enfants très très jeunes chez nous à La Réunion parce qu'il n'y avait pas d'autre destin. C'est un sujet très préoccupant. Donc ça remet un peu les pendules à l'heure et à l'heure de la réalité qui est vraiment très dure. Encore une chose que j'ai constatée, c'était à Annonay, dans l'Ardèche, il y a 1 mois et demi. J'étais dans une école maternelle et après une école primaire. Et le directeur de l'école voulait absolument que je témoigne sur mon parcours. Mais je dis, mais j'ai tellement parlé de ça il y a tellement longtemps. Il me dit, non, mais écoutez, parlez de votre histoire, etc. Donc et puis, il me dit, mais il faudrait que vous compreniez que c'est très compliqué chez nous. J'ai dit, pourquoi? Il me dit, vous voyez, regardez la classe. Donc j'ai vu la classe. La classe, c'était c'est des choses vues. Hein. Des petits-enfants, garçons et filles, de la même classe, turcs, kurdes, d'origine maghrébine et d'origine subsaharienne. Et il y a une instite qui se lève et qui me dit, mais vous savez, le corps enseignant, la hiérarchie n'est pas tout à fait à côté de nous dans les combats au quotidien. Je dis par exemple quoi. Elle me dit, vous voyez, quand les petites filles portent une jupe, eh bien les petits garçons se moquent d'elles et il y a de vrais cas de harcèlement. Là, ça m'a ramené vraiment sur le plancher des vaches. Je me dis, là, il y a du vrai travail à entreprendre. Donc, école, éducation, si vous me demandez s'il y a du travail à faire, par quoi on commence? Oui, ça c'est une vraie question, par quoi on commence? Mais qu'est-ce qu'il y a à faire? Beaucoup.
Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez en profiter pour intervenir? Oui, alors montrez. Voilà, on vous écoute. J'apprécie beaucoup votre dernière intervention de nous ramener sur le plancher des réalités, parce que j'ai trouvé que l'intervention de M. Mériot, je crois, était quand même un peu superficielle et volontariste. Je suis désolée, mais il ne suffit pas de mettre un module de plus au programme des professeurs pour résoudre la question. Il ne suffit pas. Et je me demande d'où vous sortez le fait que l'univers du jeu, c'est celui est plus féminin que masculin. J'aimerais savoir sur quel chiffre ça se base, cela. Je dois dire que je réponds à plusieurs choses, je réagis à plusieurs choses. L'outil, le pariteur est merveilleux. Moi, je l'ai découvert en allant à l'INSEE chercher des chiffres sur les métiers féminins et masculins. Et c'est absolument fabuleux. C'est le type même d'outil qu'on devrait utiliser partout, à l'école, chez les journalistes, partout, pour réconcilier les gens avec les chiffres. C'est vraiment basé sur des données sérieuses, comme vous l'avez dit, et c'est présenté sous une forme ludique. Et je trouve que c'est une réussite extraordinaire. Alors, je voulais vous le dire. Je savais que c'était France Télévisions qui l'avait fait, et je l'ai appris à l'INSEE, en fait, que c'était fait à l'occasion de la Journée des femmes, ici. Voilà, c'est un peu en vrac. Je dois dire aussi que je participe aux travaux du laboratoire sur l'égalité professionnelle et qu'on a travaillé toute l'année, qui vient de se terminer, enfin toute l'année scolaire, sur les stéréotypes, justement. Il y a les stéréotypes dans les médias. Il y a un groupe de travail dont je ne faisais pas partie sur les stéréotypes dans les médias, les stéréotypes dans le monde du travail, où j'étais participante, et les stéréotypes dans le monde de l'éducation. Donc il y a des initiatives ailleurs. Ce serait bien un peu de les faire se connaître, de les mettre en lumière entre elles. Voilà. Et nous, nos travaux devraient aboutir à des outils, justement. C'est pour ça que j'ai cité le pariteur dans nos travaux, présentés au Salon de l'éducation en novembre prochain. Voyez la carte, je vous ai vu avoir envie de réagir. C'était juste pour vous dire qu'effectivement, on était tellement contents de la collaboration avec l'INSEE qu'on est en train de réfléchir à un nouveau projet. Voilà. Alors, Jean-Marc. Comme j'ai été un peu attaqué sur 2 points, sur la question du jeu, j'ai été amené à créer un projet de la Cité du jeu vidéo sur lequel on a étudié un peu l'ensemble des tendances sur les jeux vidéo et on a été amené à pouvoir récupérer beaucoup de statistiques et je sors de cette étude-là et la tendance autour de justement une pratique du jeu qui est de plus en plus féminine. Alors après, on reste quand même sur des pourcentages très similaires, mais ce n'est plus du tout un environnement que masculin. La question autour de la formation, je pense que là, vous faites une très grave erreur d'appréciation sur la question du volontarisme. Il faut savoir quand même que depuis quelques années, la question de la formation des enseignants, c'est justement focalisé que sur une approche disciplinaire. D'accord ? Vous n'aviez plus d'IEFM, vous n'aviez plus d'espace pour pouvoir justement aborder les autres questions qui étaient en lien avec justement les questions plus de société. Et l'enjeu aujourd'hui, avec la mise en place des écoles supérieures du professorat et de l'éducation, est bien de pouvoir réintégrer dans les processus de formation toutes ces questions-là. Et l'enjeu sur cette question autour des stéréotypes est un enjeu qui a été mis en avant par les 2 ministres, justement pour permettre de dépasser et de pouvoir l'intégrer et faire que les enseignants soient réellement, en tout cas, prennent en charge cette question-là aussi dans leurs enseignements. Donc je ne pense pas que ça soit qu'une question de volontarisme. C'est fait, c'est en train d'être fait. Et donc je pense que c'est une question quand même autour de la question de la formation des enseignants qui est une question importante. Oui, je n'ai jamais voulu dire que c'était inutile de le faire non plus. J'ai simplement voulu dire, dans la suite de l'intervention de Maïmuna Interman, qu'il fallait parfois sortir du ministère de l'Éducation aussi et regarder dans d'autres champs. Vous parlez d'interdisciplinarité. Sortons des références du ministère de l'Éducation nationale. Il y a d'autres champs sociaux qui sont à l'œuvre dans la fabrication des stéréotypes. C'est tout ce que j'ai voulu dire.
Allez, un mot, Jean-Marc Mériot. Non, mais et après, je crois qu'il y a une autre question. Je voulais juste réinsister sur cette question-là et je pense que j'avais insisté aussi sur d'autres questions en lien avec l'orientation qui me semblaient aussi être des autres points importants. Autre question, on vous écoute. Oui, je voudrais revenir sur la question des jeux et des filles et des garçons. J'aurais voulu avoir des références précises de cette étude parce que j'ai été confrontée à la difficulté de trouver des références sur le sujet très récemment. Alors, je suis professeure de mathématiques et je suis aussi vice-présidente de l'association Femmes et Mathématiques. Voilà. Donc, on détonne peut-être un peu par rapport à l'ensemble des personnes présentes. En tout cas, on apporte un autre regard. Et puis, je voulais dire qu'on rêvait toujours que l'école soit meilleure que la société. L'école, c'est des enseignants, des enfants, des parents. Et l'école n'est que le reflet de la société. On la souhaite, et c'est très bien d'ailleurs, on la souhaite meilleure que la société, et ça fait porter aux enseignants et à tout le personnel qui est autour une lourde responsabilité. Mais en plus, les enseignants pensent qu'ils sont égalitaires et ont du mal à admettre qu'ils véhiculent des stéréotypes. Parce qu'on a verrouillé au corps le fait que c'est l'école laïque, républicaine, égalitaire. Et ça, c'est quelque chose... En même temps, c'est très bien qu'on ait cet idéal verrouillé au corps, mais en même temps, ça nous empêche de voir la réalité. Donc, je suis très preneuse de références précises sur le jeu, parce que dans la classe, ce que je vois, puisque nous devons développer l'utilisation du numérique, dans la classe, terminale et première scientifique, ce que je vois, c'est les garçons se précipitent sur les ordinateurs et les filles attendent. C'est pas très sexy pour une fille de faire de l'informatique. Pour reprendre un mot qui est apparu tout à l'heure dans l'hypersexualisation des enfants. Mais les filles sont tout aussi présentes que les garçons aujourd'hui. Arrêtez-moi si je me trompe, dans le cursus scientifique, non? Première est. Oui, jusqu'en terminale, c'est 46% à peu près. Mais quant au choix d'orientation post-bac, à ce moment-là, bon. Et en mathématiques et en informatique, c'est encore pire en informatique. Les femmes ne choisissent pas du tout facilement des carrières dans le monde de l'informatique. C'était le cas il y a 20 ou 30 ans. C'est beaucoup moins le cas maintenant. On a une autre intervention dans la salle. On vous écoute. Oui, bonjour. Bonjour. Je suis assez d'accord avec Jean-Marc Mériot sur la transversalité des choses et des formations. Et moi, je me dis qu'un jour, ce qui serait génial, c'est d'avoir un en avant tous. Parce qu'au lieu d'être dans les stéréotypes, je me dis qu'on a tous un côté féminin et un côté masculin. Et que ce côté féminin, il n'est pas assez valorisé. C'est-à-dire quand les femmes font les mêmes métiers, elles n'ont pas forcément les mêmes approches. Mais en quoi c'est valorisé l'approche féminine dans le métier? C'est pas tellement valorisé. Il faudrait qu'on se ressemble tous et on n'a pas forcément envie de tous se ressembler. Donc peut-être aussi valoriser ce que nous, les femmes, on apporte à des métiers qui étaient considérés que pour les hommes. En quoi nous, on a peut-être une philosophie différente, on a une façon d'aborder les choses différentes. Et ça, je trouve ça intelligent. C'est pas que l'égalité, c'est aussi tout ce que nous, on peut apporter de par notre vision qui est féminine et qui n'est pas masculine. Et je trouve que ce serait un bel effort de la société. Et je pense qu'il faut avancer aussi comme ça. Qui veut réagir? Tout au fond, il paraît. Vous avez une meilleure vue que moi sur la salle. Oui. Bonjour, moi j'ai une question sur le dispositif en général de ce colloque. Donc ce matin on parle de l'animation et ce qui en ressort en vous écoutant, c'est vraiment l'effort à faire sur la formation, donc les générations à venir. Et donc moi je me dis, est-ce que actuellement, maintenant, les femmes qui ont qui sont dans la vie active et qui sont soit désireuses d'accéder à des postes de responsabilité, soit des créatrices, est-ce qu'il y a une réflexion qui est menée là-dessus?
Et donc, si on se dit qu'a priori, l'animation, c'est le devenir, c'est la formation, c'est l'éducation, c'est les générations futures, cet après-midi, l'approche, c'est celle sur la présence dans les flux et les informations. Je me pose la question de savoir pourquoi dans ce colloque, il n'y a pas eu aussi une partie sur tout ce qui est la représentation des femmes dans les fictions. Parce que il me semble que ça, c'est plus ce qui est vu par un public adulte. Et de façon plus générale, est-ce qu'il y a... Mais là, je ne sais pas si quelqu'un ici peut me répondre. S'il y a une politique décidée et engagée, que ce soit de la part des producteurs, des diffuseurs, de se dire, ben voilà, j'ai un dossier sous mes yeux. Est-ce que je regarde qui le fait qui vont être mes équipes, féminines, masculines. Au niveau des contenus, quelle va être la représentation des femmes? Juste, peut-être que certains d'entre vous le connaissent, mais il y a ce qui s'appelle le test de Bechdel. Et donc, le test de Bechdel consiste à se demander, par rapport à une fiction, le nombre de personnages féminins. Est-ce qu'il y a au moins 2 personnages féminins dont on connaît le nom et le prénom? Et est-ce qu'il y a une scène où ces 2 femmes parlent ensemble d'autre chose que d'hommes? Eh ben, vous verrez, il y a et d'enfants. Eh ben, vous verrez qu'il y a très peu de fictions qui passent le test. Donc 2 femmes, on connaît le nom et le prénom, une scène à 2, c'est-à-dire sans hommes, qui parlent d'autre chose que d'hommes et de femmes. Donc voilà, est-ce que ce genre de questions, un diffuseur va se les poser? Et il me semble que c'est là où on répond aussi aux adultes et aux représentations actuelles. Pas juste à l'éducation, et je sais que l'éducation, évidemment, est le terreau, mais il y a aussi ces autres domaines-là. Alors c'est vrai que là j'ai personne sous la main pour vous répondre, mais si peut-être pas, Voyelle. Alors pour moi ce qui je est vais du pas fait qu'on parler n'a pas mis pour les antennes, je vais juste parler pour ma petite paroisse. Nous, on a développé en fait une politique assez ambitieuse en termes de web fiction. Alors, encore une fois, c'est les médias numériques. On a carrément une plateforme associée à France 4 qui s'appelle Studio 4.0. Je vous engage à aller voir parce qu'il y a des choses qui viennent du monde entier, mais on a aussi une politique ambitieuse en matière de coproduction française. Et on a lancé à l'automne dernier un appel d'offres. C'était un appel à projet. En fait, c'était notre premier appel à projet thématique autour des femmes. Et donc, on a reçu 69 projets de web fiction, donc de format court, traitant de la femme, des femmes, du regard de l'homme sur la femme et de pas mal de choses assez différentes. Et on a reçu des choses assez chouettes. Voilà, on a 6 projets qui sont en développement chez nous et on va tourner des pilotes à l'automne. Alors voilà, ça c'est un élément de réponse. Une petite initiative. Moi, ce que je peux vous dire, c'est juste pour l'organisation et le fait que la fiction figure pas au programme de la journée, c'est juste vraiment une question de temps. C'est-à-dire qu'il y a déjà beaucoup de choses. On a choisi les programmes jeunesse, après on a parlé des programmes pour ados. Cet après-midi, il y aura le divertissement, l'info, voilà. Mais l'objectif, c'est de refaire d'autres journées. Et là, il y aura peut-être la fiction. Catherine, un petit mot. Tiens, prenez mon micro si vous voulez. Non, juste pour répondre partiellement, parce que les personnes qui pouvaient répondre n'étaient pas là. Par rapport à la fiction, vous verrez cet après-midi, peut-être Marianne peut en parler de l'organisation du colloque, mais donc Stéphanie Bramont va présenter une étude qu'on a fait faire aussi de perception des programmes télévisés par les téléspectateurs. Moi, je me lève. Par les téléspectateurs. Et la fiction est tout à fait comprise là-dedans. Et en fait, bon, je ne veux pas dévoiler les résultats de l'étude qu'elle va montrer cet après-midi, mais c'est pas du tout qu'on n'a pas considéré la fiction, mais c'est que, en fait, la fiction pose la fiction télé. Hein, aujourd'hui, dans les nouveaux contenus qu'on regarde, c'est pas l'endroit le plus problématique au niveau de la perception par le téléspectateur du rôle des femmes. Et donc, je vous invite à regarder cet endroit. Par exemple, France Télévisions a lancé beaucoup de fiction récemment avec des héroïnes comme Candice Renoir, etc. Mais même au-delà de ça, internationalement, c'est pas l'endroit où il y a le plus de problèmes. Et vous évoquiez aussi la question du recrutement. Et est-ce qu'on se pose la question, par exemple, en tant que producteur, pour un projet ou pour un poste, est-ce que je vais privilégier en fonction du sexe? Et évidemment que non. Ce qu'on regarde, c'est le talent. Et non, mais attendez. Oui, mais ça c'est. Non. Mais je dis, on doit regarder les compétences, le talent, et l'idéal, c'est que dans 20 ans ou 30 ans, j'espère qu'on aura fait d'énormes progrès dans les qualités. J'espère surtout qu'on fera plus de colloques pour parler de ça. Et donc il y aura plus besoin. Mais quand je dis ça, et je déplore là-dessus, et je vais rejoindre aussi ce qui a été dit tout à l'heure sur la diversité.
C'est que nous n'avons pas suffisamment de connexion, par exemple sur la diversité, avec des talents qui viennent de toutes les origines de la société française. Ces talents-là ont particulièrement du mal, les jeunes de banlieue par exemple, ont du mal à venir se connecter avec nous. Mais aussi parce qu'on n'est probablement pas assez volontariste. Peut-être parce qu'on cherche peut-être pas assez. Ensuite, ce que je voulais dire aussi, c'est que moi je regarde donc les compétences d'abord. Et ce que l'on applique dans ma société, et j'y tiens en tant que chef d'entreprise, c'est une parité sur les salaires. Et ça commence par ça, parce que je pense que le débat n'aurait même pas lieu si la question du salaire ne se posait pas. Et je reprends l'exemple dans les packs des cobayes, où j'ai 3 rédacteurs en chef, 2 femmes, 1 homme. Ils ont tous les 3 exactement le même salaire. C'est même du bon sens. Oui, c'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. Peut-être qu'un jour, les femmes seront mieux payées. Je vous le souhaite. Vous allez vous faire lyncher de donner une échéance de 20 ans pour faire avancer les choses. 20 ans, 30 ans, c'est ça? C'est une génération. Bon, mais... Tant mieux pour nos filles, mais bon, pour nous, ça sera un peu tard. Faut voir d'où on vient quand même. Faut voir d'où on vient. Bah oui, alors vu comme donc, ça. Donc on y va, mais. Est-ce que vous voulez encore prendre la parole? Encore une réaction, une petite dernière, non? Non. Bon, j'ajoute juste que si les hommes acceptaient un peu mieux leur part féminine, on n'en serait pas là. Mais bon. Bon, je crois que ça sera. Oui, il y a encore une réaction. Après, oui. Je vous libère. Sur la question de la diversification des sources, comment trouve-t-on des personnes, des hommes, des femmes pour tous les postes et tous les emplois? On dit souvent il n'y a pas de vivier. On ne trouve pas des femmes qui sortent de l'école, qui sont diplômées pour obtenir et venir occuper des postes qui sont habituellement occupés par des hommes. Mais seulement, la question des viviers n'est pas suffisante. Alors, bien sûr, l'éducation et l'orientation doivent s'améliorer. On doit pouvoir améliorer et travailler sur l'orientation des filles et des garçons. Mais dans les entreprises, et là, pour le coup, je parle à France Télévisions comme entreprise, c'est peut-être plus le sujet de cet après-midi, mais faire en sorte qu'il y ait plus de mixité, alors hommes-femmes et puis toutes les origines, mais hommes-femmes, j'insiste plus parce que c'est plus quand même à notre portée, il me semble que c'est pas compliqué, c'est une question quand même effectivement, on étudie les compétences et on va recruter quelqu'un pour son talent et sa compétence. Mais si on ne se donne pas une attitude un peu volontariste, alors on n'arrête pas de dire volontariste, une attitude positive, une attitude d'aller peut-être faire en sorte que dans toute candidature, on attendra d'avoir une candidature féminine avant de se décider à choisir la bonne personne, des choses comme ça, des choses qui disent d'avoir d'avoir une attitude d'aller chercher et de travailler sur la recherche de candidatures féminines parce qu'il y en a. On sait que les femmes sont présentes dans toutes les branches et dans toutes les filières. Et la deuxième chose, c'est quand on parle des compétences, la façon dont on formule un poste de ceci ou cela. Comment le formule-t-on? De quoi parle-t-on quand on parle des compétences, des qualités techniques, d'une manière d'être, des savoir-faire, des savoir-être? Est-ce qu'il n'y a pas là des codes qui sont déjà établis et existants depuis fort longtemps, des codes qui sont de type masculin? C'est-à-dire que c'est une sorte de façon et des clés de lecture du langage, de la manière d'être, de la façon de qualifier les postes et les emplois, qu'il faudrait revoir un peu les codes. Et du coup, les femmes ne sont pas présentes, elles n'ont pas les clés, elles ne connaissent pas les codes, parce que ces codes sont faits depuis toujours par les hommes, qui sans doute n'ont pas accepté jusqu'à présent, parce que quand vous dites 20 ou 30 ans, ça peut même être plus. Hein. Ah bah oui, et donc, c'est au mieux. Il s'agirait bien de pouvoir régler et commencer à régler les choses sur un temps plus court, 2014, 2017, 2020, c'est-à-dire 3, 4, 5 ans, et sans doute avec des choses simples comme ça. C'est accepter de changer les codes et de surtout, lecture des emplois et des postes de travail, par exemple. Merci à vous, merci. Ah, il y a encore une dernière. Oui, bon, je vais juste prendre 2 minutes pour dire... Alors, en plus, on anticipe un peu sur les débats de l'après-midi. Ah, pardon. On vous écoute, mais c'est juste que pour rebondir là-dessus, je ne sais même pas si c'est une question de code, vous avez peut-être déjà entendu parler, les discriminations sexistes ou même vis-à-vis de gens qui sont issus de l'immigration, elles ont déjà été mises en évidence. C'est des choses qu'on sait que, par exemple, avec un CV parfaitement, les mêmes CV exactement, ne seront pas évalués de la même façon s'il y a un nom de femme et un nom d'homme.
Voilà, je veux dire, c'est un moment, il faut le dire aussi. Je pense que c'est parce qu'on ne dit pas les choses aussi. Donc, si toute cette information-là n'est pas faite, moi, je ne parle même pas de l'éducation des enfants, là. Je parle de nous, les adultes, ce qu'on donne comme exemple aussi. Donc, si tout ça, on ne le dit pas, les gens, ils pensent que là. Non, la discrimination sexiste, elle existe. C'est pas une vue de l'esprit. Et donc, déjà, commencer par le dire, je trouve qu'on ne le dit pas assez. Et il faudrait juste le dire, que parfois, c'est dans nos têtes, ça n'est pas de la malveillance, c'est qu'on véhicule des stéréotypes qui font que on n'évalue pas un CV quand c'est un nom de femme ou un nom d'homme, et c'est pareil pour les projets audiovisuels. On l'a constaté notamment avec certaines commissions qui pratiquent l'anonymat. Subitement, il y a plus de projets portés par des femmes qui sont aidés. Donc ça veut bien dire qu'il y a un souci. Voilà, ce sera le mot de la fin. C'est l'objectif évidemment de journées comme celle-ci. Et vous me semblez tout à fait à point pour les débats de l'après-midi qui seront présentés par Benoît Duquesne. Je voudrais qu'on remercie nos invités Jean-Marc Mériot, Voyer Laquer, Memona Interman et Jérôme Casa.